Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans cette édition. Commençons ce journal par les audiences du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a reçu hier au palais présidentiel le directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Les précisions de Mahamadou Traoré et Habiba Dambélé. Le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Roberto Azevedo, est en tournée de travail en Afrique de l'Ouest. Ce mardi, il a marqué une escale en Côte d'Ivoire, le temps pour lui de rencontrer les autorités ivoiriennes, au premier rang le président Alassane Ouattara. Il en a profité pour saluer les efforts accomplis par la Côte d'Ivoire en matière de facilitation des échanges commerciaux. La coopération entre son organisation et la Côte d'Ivoire était également au cœur des échanges. On a parlé du futur de l'Organisation mondiale du commerce, on a parlé du futur de la Côte d'Ivoire. Toujours avec une vision très positive, mais très réaliste aussi, des défis, des choses qu'il faut faire, qui sont toujours difficiles, mais avec détermination, on va réussir. On a identifié un potentiel de coopération très intéressant entre la Côte d'Ivoire et l'OMC. On est prêt pour profondiser ce genre de coopération. Créé en 1995 et basé à Genève, en Suisse, l'OMC a pour mission de promouvoir l'ouverture commerciale et d'encadrer les accords commerciaux négociés entre les États. À ce jour, elle compte 162 pays membres. Dans la même journée d'hier mardi, le président de la République a également reçu au palais présidentiel le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, avec qui il a échangé sur les questions relatives à la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu est fait par Viviane Haïma. Recevant ce mardi le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, et sa délégation au palais présidentiel, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a échangé avec son hôte sur les politiques du gouvernement en matière de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, et particulièrement ces aspects désormais prioritaires que sont l'épidémie du sida qui frappe majoritairement la jeunesse et les moyens pour financer la lutte. C'est toujours un honneur, un privilège pour moi de rencontrer mon grand frère, le président de la République de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. C'est un homme de justice sociale. La discussion que nous avons eue portait essentiellement sur une croissance inclusive, ce qui est important pour lui, et aussi comment faire en sorte que les jeunes soient au centre de nos préoccupations, parce que les transformations futures dépendront essentiellement de ces jeunes-là. À partir de cet instant-là, vous comprendrez avec moi que la question de la lutte contre le sida devient un problème important. Quand vous avez 70% de votre population qui a moins de 30 ans, c'est très important de les protéger. Donc, on se bat aujourd'hui avec le président de la République, avec la première dame, avec les membres du gouvernement, le ministre de la Santé, pour que la Côte d'Ivoire soit l'un des premiers pays dans cette sous-région à avoir une génération sans sida. Donc, une génération nouvelle qui va naître sans sida. Il y a quelques années, quand le président a pris le pouvoir en 2011, on avait à peine 40% des femmes qui étaient protégées, des femmes enceintes qui étaient donc séropositives. Aujourd'hui, on a 80%, on a 8 femmes sur 10 qui reçoivent ces services-là. Donc, on peut aller vers l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Nous avons à peu près 50% des personnes qui sont sous traitement et le président a décidé qu'il fallait aller plus vite, qu'il fallait faire en sorte que les 50% qui n'ont pas accès au traitement puissent avoir accès au traitement. Le président voudrait aussi que la pérennisation des actions devienne une réalité, qu'on ne soit pas dépendant, qu'on n'ait pas une crise de dépendance dans le futur, parce que tout simplement la plupart des ressources que nous avons aujourd'hui proviennent de deux sources, le Fonds mondial et le PEPFAR. Il veut faire en sorte qu'on puisse réduire cette dépendance-là et il voudrait que l'Afrique produise son médicament. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, qui est invité à participer à la remise du prix Dominique Ouattara pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, a vivement félicité cette initiative parrainée par la première dame de Côte d'Ivoire, ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA. Je pense que c'est un prix qu'elle veut lancer et je crois que c'est une très bonne initiative. Ce sera la première en Afrique et cela démontre encore combien elle est engagée sur ce terrain.
Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, qui est venu spécialement de Genève pour participer au lancement de ce prix, s'est déclaré confiant quant à l'objectif du gouvernement de réduire d'ici 2020 le taux de prévalence du VIH en Côte d'Ivoire en dessous de 1%. Et justement, Viviane Aïmé en parlait à l'instant, le prix Dominique Ouattara pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH a été lancé hier après-midi. L'initiative est du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec le soutien de la première dame de Côte d'Ivoire, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. Ce prix d'excellence récompense les districts sanitaires, les ONG et les conseillers communautaires qui se sont distingués par leurs efforts dans le domaine de la lutte contre la transmission mère-enfant du VIH en Côte d'Ivoire. Pour ce lancement, 6 lauréats ont été récompensés. La cérémonie a eu pour cadre l'Hôtel Ivoire. Elle a eu lieu en présence de la Première Dame, du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et bien sûr du directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Et je vous propose à présent de suivre un extrait de l'intervention de Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire et par ailleurs marraine du prix d'excellence qui porte son nom. Lorsque Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique m'a présenté son projet de créer un prix portant mon nom pour récompenser les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida, j'ai accepté sans hésitation. J'ai élevé au titre d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant et la promotion du traitement pédiatrique, et il était donc important pour moi de contribuer à motiver les acteurs de la lutte contre le VIH et à m'impliquer davantage en récompensant le travail déjà accompli. Particulièrement attentive aux couples mère-enfant, je souhaitais aussi honorer tous ceux qui œuvrent quotidiennement à la survie de la mère et de l'enfant face à l'épidémie du VIH dans notre pays. Je reste convaincue que grâce à cette distinction qui sera décernée chaque année, les principaux acteurs de la lutte pour l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant se mobiliseront encore davantage pour l'atteinte de ce noble objectif. Lundi 15 février dernier, le Centre des opérations d'urgence de santé publique a été inauguré par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le centre est logé au sein de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. Il vise à améliorer la réponse aux épidémies et aux autres urgences de santé publique. Ce centre de coordination est composé d'un comité de veille, un comité national de lutte contre Ebola et d'une cellule opérationnelle. L'Agence française de développement est le partenaire financier de ce projet. Le procès des assassins présumés du général Robert Gueye, de son épouse et du capitaine Fabien Coulibaly, ainsi que les autres membres de sa sécurité se poursuit. Après l'audition des prévenus et des témoins, les avocats de la partie civile ont plaidé pour que les prévenus soient condamnés à des peines lourdes et les sommes à payer, la somme de 100 milliards de francs CFA pour les préjudices causés. On en parle avec Abou Sanogo. Il s'agit d'un homicide intentionnel. Aujourd'hui, nous avons une idée des circonstances de la mort du général Robert Gueye, de son épouse et du capitaine Fabien Coulibaly. Ces propos sont des avocats de la partie civile qui ont plaidé ce matin devant le tribunal militaire. Selon eux, la culpabilité des prévenus est établie au vu des témoignages et comparutions. Ils ont ajouté que les prévenus se sont rendus complices et coupables de l'assassinat du général Robert Gueye, de son épouse, du capitaine Fabien Coulibaly et des autres membres de sa garde rapprochée. Alors, les ayants droit de la famille du général Robert Gueye demandent réparation à hauteur de 100 milliards de francs CFA. 5 milliards de francs CFA pour la famille de l'épouse du général Robert Gueye et 10 milliards de francs CFA pour la famille du capitaine Fabien Coulibaly, assorti de peine d'emprisonnement. Il n'y a pas de règne de preuves en matière pénale. Les indices, les aveux, les témoignages font partie des preuves. Le juge apprécie selon son intime conviction. Donc nous, à notre niveau, nous sommes à l'aise. Nous allons faire valoir les arguments juridiques, mais aussi les arguments qui militent en faveur de nos clients, afin que les condamnations prévues par le parquet ne soient pas suivies par le tribunal.
le commissaire du gouvernement, le colonel Ange Kessi Kwame, a requis la perpétuité contre le colonel Dogboble Bruno et le capitaine Anselme Sekayapo. 20 ans de prison contre 13 officiers pour complicité d'assassinat, 15 ans pour 3 autres soldats et 10 ans pour un soldat. Ce procès sonne la fin, l'impunité en Côte d'Ivoire. Quel que soit qui vous êtes, quelles que soient vos relations, que vous soyez du plus haut ou du plus bas, vous avez les mêmes chances devant la justice. Si vous êtes victime d'un acte, vous devez demander réparation à la justice. Vous devez faire confiance à votre justice. Suspendu, l'audience reprend avec les plaidoiries des avocats de la défense. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme veut harmoniser ses procédures pour un meilleur rendement de ses services territoriaux. Un atelier est donc initié au profit des agents des services territoriaux afin de les sensibiliser sur la nouvelle feuille de route. À travers ces actions, le ministre Mamadou Sanogo veut impulser une nouvelle dynamique dans la délivrance des ACD. Cet atelier a débuté à Bingerville le 15 février et s'est achevé hier, mardi 16 février. On en parle avec Herman Niamia. Le secteur de la construction connaît un boom ces dernières années en Côte d'Ivoire. Dans cette dynamique, le nombre de demandes d'actes administratifs a considérablement augmenté. Mais très souvent, l'obtention des titres fonciers constitue une véritable difficulté pour les usagers. C'est donc pour harmoniser les procédures pour un meilleur rendement des services territoriaux que cet atelier est initié. Nous avons insisté sur le fait que le traitement des actes doit se faire désormais avec célérité. Il faut faire en sorte qu'un acte déposé au ministère de la Construction, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, en tout cas soit traité au bout de 3 jours. Je dis bien 3 jours face à toute la nation. Et nous avons surtout dit qu'un dossier qui a un problème doit être retourné à l'usager pour qu'il sache lui-même que le dossier n'est pas conservé chez nous. 6 000 arrêtés de concession définitive ACD ont été signés en 2015. Pour cette année 2016, le ministre entend signer 25 000 ACD, soit 100 arrêtés par jour. Mamadou Sanogo souligne aussi qu'un décret a été signé par le président de la République concernant l'attribution du permis de construire. Désormais, le permis de construire va être instruit au niveau du ministère de la Construction. Vous savez, jusque-là, seuls les permis de certains bâtiments de grande envergure étaient instruits donc au niveau du ministère de la Construction. Les autres permis étaient instruits à travers les municipalités. À compter de maintenant, le décret qui vient d'être pris par le président de la République nous donne la pleine responsabilité d'instruire tous les permis de construire, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Toutes ces réformes, selon le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, visent à simplifier la tâche aux usagers. Les élections en RDC doivent avoir lieu à bonne date. 4 organisations internationales le demandent dans un communiqué conjoint. L'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie. Elles soutiennent la tenue d'un dialogue politique en vue de l'organisation de ces élections et appuient le travail du facilitateur Edem Kodjo. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé lors d'une allocution télévisée hier mardi qu'il renonçait sur avis du Conseil constitutionnel à réduire son mandat en cours de 7 à 5 ans et qu'il soumettrait son projet de révision constitutionnelle à référendum le 20 mars prochain. Le secret a été gardé jusqu'au bout. Rien n'a fuité, ni à la présidence, ni dans la presse. Macky Sall a tenu à annoncer en personne que son mandat irait à son terme, c'est-à-dire jusqu'en 2019. Les rues de Kinshasa étaient quasiment désertes hier mardi. L'opposition et la société civile, hostiles au maintien au pouvoir de Joseph Kabila, ont appelé à une journée ville morte à travers tout le pays. Une journée symbolique où l'on commémore les chrétiens martyrs du 16 février 1992 qui avaient été massacrés par Mobutu alors qu'ils réclamaient plus de démocratie. Pour terminer, direction la Chine où il faut de la place, beaucoup de place pour installer le plus grand télescope au monde. Pour cela, la Chine entend déplacer du monde plus de 9000 habitants d'une zone rurale de la province de Guizhou dans le sud-est du pays vont être relogés. La radiotélescope qui sera mise en service en septembre prochain couvre une surface équivalente à 30 terrains de football. Il doit permettre de rechercher des traces de vie extraterrestre.
terrestre. C'en est fini pour cette édition. Mariam Touré pour la suite. RTI 1, la chaîne qui rassemble.